Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un de tes chapitres de terminale qui concerne les transferts thermiques. Dans un premier temps, nous verrons les trois modes de transfert thermique, c'est-à-dire la conduction, la convection et le rayonnement thermique. On va ensuite continuer avec deux grandeurs, le flux et la résistance thermique. Et enfin, après tout ça, on terminera avec un cas pratique, le système Terre-atmosphère. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de définir proprement ce que c'est qu'un transfert thermique. Un transfert thermique, c'est donc un processus qui va déplacer une quantité d'énergie entre un système et un milieu extérieur. Dans ce contexte, l'énergie transférée, elle est souvent appelée chaleur. Le système, c'est l'objet ou l'ensemble d'objets qu'on est en train d'étudier. Et le milieu extérieur, c'est tout le reste, tout ce qui n'est pas le système. Et un transfert thermique va se produire dès qu'il y aura une différence de température entre le système et le milieu extérieur. Et ce transfert thermique, il aura toujours lieu du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid. Par exemple, si tu places un objet à 20 degrés dans un environnement à 0 degré, l'objet à 20 degrés va transférer une partie de son énergie vers le milieu extérieur à 0 degré. Il y a bien un transfert thermique, un transfert d'énergie, du système qui est le plus chaud vers le milieu extérieur qui est le plus froid. Et en faisant ça, la température du système va diminuer et celle du milieu extérieur va augmenter. Et le processus va continuer jusqu'à temps que le système et le milieu extérieur aient la même température. On dira qu'on est à l'équilibre thermique. Lorsque c'est le cas, il n'y a plus aucun transfert thermique qui est réalisé. Alors pour information, la température d'équilibre doit être calculée. Parfois c'est assez simple, et parfois c'est beaucoup moins simple. Ici j'ai choisi 5 degrés de manière totalement arbitraire. J'ai juste pris une température entre 0 et 20 degrés. Mais dans un cas pratique, on doit calculer cette valeur. A l'inverse, si on place un objet à 10 degrés dans un milieu extérieur à 20 degrés, c'est le milieu extérieur qui va transférer de l'énergie à l'objet. La température de l'objet va ainsi augmenter, et celle du milieu extérieur va diminuer. Et de la même manière, ce processus va continuer jusqu'à temps qu'on atteigne un équilibre thermique. Et lorsque c'est le cas, il n'y a plus aucun transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. Ah, et petit détail, puisque c'est un cas qu'on rencontre assez régulièrement, la température du milieu extérieur peut parfois être considérée comme constante durant le transfert thermique. Par exemple, si on est en train d'étudier un verre d'eau chaude posé à l'air libre dans le jardin. Le verre d'eau chaude, donc le système à 50 degrés, va perdre de l'énergie dans le milieu extérieur, le jardin à 20 degrés. Mais l'énergie apportée par le verre d'eau chaude à l'air de l'atmosphère, elle est tellement faible que la variation de la température de l'atmosphère est totalement négligeable. Donc le milieu extérieur ici reste à 20 degrés. Et l'équilibre thermique sera atteint lorsque le système sera à la même température que le milieu extérieur, donc ici 20 degrés. Dans ce cas particulier, la température d'équilibre sera celle du milieu extérieur. Un transfert thermique, c'est donc un transfert d'énergie, et ce phénomène peut se produire principalement de trois façons. Le premier, tu l'as sous les yeux, c'est la conduction. Il s'agit d'un transfert d'énergie par contact direct entre les molécules. La conduction, elle est plus efficace dans les solides, car les molécules sont proches les unes des autres. Et l'énergie cinétique des molécules, elle est d'autant plus grande que la température, elle est grande. Les molécules qui ont une plus grande énergie cinétique vont au fur et à mesure des chocs transférer une partie de leur énergie cinétique au corps le plus froid, et la température du corps le plus chaud va donc diminuer. Et celle du plus froid va donc augmenter. Les molécules qui ont l'agitation thermique la plus élevée vont donc céder de l'énergie à celles qui ont l'agitation thermique la moins élevée. Ce qui fait que la température du corps tout entier va s'équilibrer progressivement. Mais attention, les molécules ne se déplacent pas. Seule l'énergie est transférée lors d'une conduction. Par exemple, si tu prends une cuillère en métal et que tu la mets dans une tasse de thé très chaude, la cuillère va chauffer et si tu attends quelques secondes, tu peux même te brûler. En effet, le métal dans lequel est faite ta cuillère est un bon conducteur de chaleur en général. La partie de la cuillère qui est plongée dans le thé très chaud va donc se réchauffer. Et l'énergie va ensuite se déplacer le long de la cuillère, de l'extrémité qui est dans le thé, vers le manche que tu tiens qui n'est pourtant pas dans le thé. Ce transfert se fait par conduction, car il n'y a aucun mouvement de la cuillère elle-même, seulement un transfert d'énergie thermique à travers le matériau de la cuillère. Et si tu attends quelques secondes, tu vas sentir que le manche qui endort de la cuillère devient chaud. Le deuxième mode de transfert thermique, c'est la convection. Ce mode de transfert de chaleur se produit dans les fluides, c'est-à-dire dans les liquides ou les gaz. Il implique le mouvement du fluide lui-même, transportant l'énergie d'une zone à une autre. Donc contrairement à la conduction, il y a bien un déplacement de molécules au sein même du système. Il peut ainsi y avoir des courants de fluide qui se créent carrément dans le système. Si on prend l'exemple d'une casserole d'eau qu'on est en train de chauffer sur une cuisinière à gaz par exemple, l'eau qui est en bas au centre de la casserole est fortement réchauffée. Elle va avoir tendance à monter par convection. Et en faisant ça, elle va prendre la place de l'eau froide qui était en haut de la casserole qui, elle, va descendre en longeant les bords de la casserole. Et on a ainsi un courant et un cycle qui se forment avec de l'eau qui monte sans arrêt par convection et qui descend sans arrêt par convection. Si on prend un exemple à plus grande échelle, tu as aussi le Gulf Stream dont tu as probablement déjà entendu parler. Et ça, c'est un courant de convection au sein même de l'océan. Alors comme tu le vois sur cette carte, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là, c'est en général le plus connu. Dans le détail, c'est un courant marin chaud qui circule dans l'océan Atlantique. Il part du golfe du Mexique, remonte le long de la côte est des États-Unis et traverse l'Atlantique vers l'Europe.
Et il contribue à réchauffer le climat de l'Europe, ce qui rend le temps en Europe plus doux qu'on pourrait s'attendre à ces latitudes. Sans lui, on dit souvent qu'en France, on aurait sensiblement les mêmes hivers qu'au Canada, avec des températures de -20 à -30 degrés régulièrement. Et enfin, on a le troisième mode de transfert thermique, le rayonnement. Et contrairement à la conduction ou à la convection, qui nécessitent un milieu matériel pour se produire, le transfert d'énergie par rayonnement se fait sous forme d'ondes électromagnétiques telles que les infrarouges. Et comme maintenant tu le sais, les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu pour se propager, un rayonnement ça peut se propager en dehors d'un milieu. Dans le vide donc. C'est par exemple le cas du soleil qui chauffe la Terre alors qu'entre les deux il n'y a pas de contact, et principalement du vide. L'énergie est transférée du soleil vers la Terre par rayonnement sous forme d'ondes électromagnétiques. Si on prend d'autres exemples plus à notre échelle, tu as déjà peut-être rencontré dans certains lieux publics ce genre de lampe. Et ce genre de lampe chauffe par rayonnement. Et tu as aussi certains radiateurs électriques un peu performants qui peuvent fonctionner par rayonnement. Pour résumer cette première partie, tu dois connaître ces trois modes de transfert thermique, savoir les définir et les différencier lorsque tu as un exercice. Tu as sous les yeux un rapide résumé de ce qu'on vient de voir ensemble, n'hésite pas à mettre pause si jamais tu veux prendre des notes. Bien, on peut maintenant passer à la deuxième partie avec les concepts de flux et de résistance thermique. Puisque dans la première partie, on n'a fait que définir des modes de transfert, mais que maintenant il va falloir les quantifier, leur donner des valeurs, faire des calculs. Le flux thermique, c'est une mesure de la quantité de chaleur, et donc d'énergie qui est transférée par unité de temps. On va souvent l'exprimer en watts, et dans ce cas-là, l'énergie Q sera en joules et la durée en secondes. Le flux est noté avec la lettre phi. Cette formule, tu dois la connaître par cœur. Dans ce cas-là, l'intérieur de notre maison, c'est ce qu'on appelle le système. Et donc tout ce qui n'est pas à l'intérieur de notre maison, c'est le milieu extérieur. Donc l'extérieur de la maison, c'est le milieu extérieur. Si les deux ne sont pas à la même température, ce qui est en général le cas, on a un transfert thermique. Alors ici, j'ai représenté le transfert du système, donc de la maison vers l'extérieur. Ça serait le cas si la maison est plus chaude que le milieu extérieur, l'hiver par exemple. Mais si tu es en été, on pourrait avoir les flèches qui vont dans l'autre sens. Si notre système reçoit de l'énergie par le milieu extérieur, alors le flux thermique sera noté positivement. A l'inverse, si le système cède de l'énergie au milieu extérieur, alors le flux thermique est compté négativement. Si on revient à l'exemple de la maison, si la maison est à 20 degrés et qu'il fait 5 degrés à l'extérieur de la maison, en hiver donc, alors la maison aura tendance à céder de l'énergie au milieu extérieur. Le flux thermique sera négatif. A l'inverse, s'il fait plus que 20 degrés à l'extérieur de la maison, 25 degrés par exemple, le flux thermique sera positif, alors la maison va recevoir de l'énergie du milieu extérieur. Et le flux thermique, on l'appelle parfois la puissance thermique également. C'est assez logique quand on y pense, puisqu'il a une unité de puissance. Mais dans cette histoire, les matériaux n'ont pas tous la même capacité à laisser passer les flux thermiques. Si on continue avec l'exemple d'une maison, tu as déjà dû remarquer que certains matériaux sont dits isolants, c'est-à-dire qu'ils vont fortement s'opposer au transfert thermique. Pour caractériser ça, on va introduire la grandeur de résistance thermique, qui va représenter l'opposition d'un milieu au transfert thermique. Dans un milieu donné, la résistance thermique elle est reliée au flux thermique par la relation suivante. On a le flux thermique, qui est égal à la différence de température entre le milieu extérieur et le système, divisé par la résistance thermique. Note bien ici que les températures elles sont soit toutes les deux en Kelvin, soit toutes les deux en degrés Celsius. Bref, tu dois garder une cohérence des unités dans la formule, mais ça tu dois commencer à le savoir maintenant que tu es en terminale. Si jamais tu as le moindre doute, passe en Kelvin, là t'es sûr de pas faire d'erreur. On voit que plus l'écart de température entre le système et le milieu extérieur est grand, plus le flux thermique sera important. Ici on a par exemple la même maison, donc avec la même résistance thermique dans les deux cas, mais dans le premier cas on a une différence de température de 10 degrés, et dans le deuxième cas une différence de température de 20 degrés. Si on se réfère à la formule qui est en haut à droite, on voit bien que dans le deuxième cas, avec la différence de température plus élevée, on a un flux thermique plus important. A l'inverse, plus la résistance thermique est grande, plus le flux thermique va avoir tendance à diminuer. On a maintenant deux maisons différentes dans les mêmes conditions. Les deux maisons sont chauffées à 20 degrés et il fait 10 degrés à l'extérieur de la maison. Dans le cas d'une maison isolée, on a une résistance thermique élevée. Le flux thermique est relativement faible. Dans le cas d'une maison mal isolée, la résistance thermique elle est faible, et dans ce cas-là, le flux thermique il est important. On dira qu'on a de fortes déperditions de chaleur. On fait souvent l'analogie entre la résistance thermique et la résistance électrique. Dans un cas, la grandeur de la résistance ça représente la capacité du milieu à s'opposer au transfert thermique, et dans l'autre cas, ça représente la capacité d'un milieu à s'opposer au transfert de charge électrique. On va aussi faire appel à un delta d'une autre grandeur, donc delta T dans le cas de la résistance thermique, et delta U dans le cas de la résistance électrique. Et on aura le flux thermique au point A, et l'intensité, qui est en quelque sorte un flux électrique, au point A, noté grand I. Donc comme tu le vois, le principe entre la résistance thermique et la résistance électrique est relativement similaire. Mais revenons à l'exemple de notre maison, puisqu'on n'en a pas fini avec elle. Lorsqu'on dit qu'on isole la maison, on vient mettre sur les parois qui donnent à l'extérieur de la maison des matériaux qui vont avoir une résistance thermique plus grande. La résistance thermique, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend tout d'abord de l'épaisseur du matériau. Alors ça, c'est assez logique. Si par exemple on met 20 cm d'un isolant, ça aura une résistance thermique plus faible que 40 cm du même isolant. Pour mieux isoler une maison, on peut par exemple mettre plus d'isolant.
Mais la résistance thermique, elle dépend aussi de la surface du matériau. Si on a une grande surface, on a une plus faible résistance thermique. Mais si on a une petite surface, la résistance thermique est plus grande. Ça, encore une fois, c'est assez logique. Imagine ta maison avec une grande fenêtre ou une petite fenêtre. Si les deux fenêtres ont les mêmes caractéristiques, la grande fenêtre va laisser passer plus de chaleur vers l'extérieur en hiver. Et enfin, la résistance thermique, elle dépend aussi de la nature des matériaux. Si par exemple tu essayes d'isoler ta maison avec des plaques en acier, ça va être relativement compliqué, puisque l'acier a une faible résistance thermique. Il faudrait que tu en mettes littéralement des mètres ou voire des kilomètres pour avoir une résistance thermique suffisante. A l'inverse, par exemple, la laine de verre, ça a une grande résistance thermique. Donc quelques dizaines de centimètres, ça suffira largement pour bien isoler une maison. On a aussi des objets autour de nous qui ont des grandes résistances thermiques de par leur conception. Une glacière par exemple, ou un thermos de café, qui sont conçus pour minimiser au maximum les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur du système. Donc dans ce cas-là, la résistance thermique des matériaux est élevée et le flux thermique est faible. C'est pour ça qu'ils conservent le froid dans le cas d'une glacière et le chaud dans le cas d'un thermos. Bien, on a maintenant toutes les connaissances nécessaires pour passer à un cas pratique, le système Terre-atmosphère. La Terre peut être considérée à l'équilibre thermodynamique. Alors bien sûr, si on prend un point précis de la Terre, la température elle varie beaucoup au fil des journées ou des saisons. Et pareil, si on change de lieu ou d'altitude, la température va aussi beaucoup varier. Mais si on considère le système Terre plus atmosphère dans son ensemble, alors la température moyenne peut être considérée comme constante au fil du temps. Et elle est de l'ordre de 15 degrés. Avec tout ce qu'on vient de voir, ça signifie que ce système émet autant d'énergie qu'il en reçoit. Car oui, on imagine bien que la Terre elle reçoit de l'énergie par exemple du Soleil, mais donc elle en émet aussi. Sinon elle ne ferait que se réchauffer continuellement. Et comme ce n'est pas le cas, nécessairement la Terre émet de l'énergie. Et d'ailleurs, tous les corps émettent une énergie sous forme de rayonnement électromagnétique selon la loi de Stefan Boltzmann. On voit dans cette formule que le flux thermique ne dépend que de la température du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Ah, et ici pour le flux thermique, on n'utilise pas la même lettre que pour tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un flux thermique surfacique. Autrement dit, on l'a ramené à 1 mètre carré. Ça ne change pas grand chose, mais te laisse pas embrouiller par cette petite subtilité. Et tu le vois dans la formule, la température est à la puissance 4. Donc une petite variation de température va avoir une grosse influence sur le flux thermique surfacique. Et pour la constante, on te la donnera. On peut faire l'application numérique avec un objet à 15 degrés. La constante, on te la donne, c'est 5,67 fois 10 puissance moins 8, dans les unités qu'on utilisera ici. Et la température de 15 degrés, il faut bien penser à la convertir en Kelvin, c'est-à-dire 288 Kelvin. On fait l'application numérique et on trouve un flux thermique surfacique de 390 watts. Ça signifie que pour chaque mètre carré de Terre, il y a 390 watts qui sont émis. Mais comme il y a un équilibre thermique, la Terre doit recevoir le même flux thermique surfacique au sol. Et ça, on va vérifier que c'est bien le cas tout de suite. La principale source d'énergie pour la Terre plus son atmosphère, elle vient du Soleil sous forme de rayonnement. Il est possible de mesurer la puissance qui est reçue en haut de l'atmosphère, et ça c'est de l'ordre de 340 watts pour chaque mètre carré. Alors oui, ce chiffre est bien sûr une moyenne sur toute la surface et sur 24 heures. Puisque tu t'en doutes, entre la face exposée au soleil et celle qui est dans la nuit, la puissance instantanée n'est pas comparable. Et il y a aussi des toutes petites variations saisonnières. Mais bref, en moyenne c'est 340 watts par mètre carré. Mais ça c'est ce qui arrive en haut de l'atmosphère. Il n'y a qu'une partie de cette énergie qui arrive jusqu'au sol. Pour la Terre, c'est de l'ordre de 70%, soit 240 watts par mètre carré environ. Le reste, environ 30%, est réfléchi par l'atmosphère vers l'espace. On dit que l'albédo terrestre est de 30%. À titre de comparaison, il est de 10% sur la surface de la mer, et par contre sur la neige, il atteint environ 80%. Et d'ailleurs, si on est à la montagne, on le constate bien, la neige réfléchit beaucoup la lumière. Ça signifie que la neige absorbe très peu d'énergie et réfléchit la majorité de ce qu'elle reçoit. Mais si tu as bien suivi jusqu'ici, tu constates qu'on a un gros souci. La puissance reçue, elle est de l'ordre de 240 watts par mètre carré, or la Terre qui est à 15 degrés Celsius, elle en émet environ 390. Si on s'arrêtait là, la Terre, elle devrait se refroidir. Il nous manque donc de l'énergie, et même pas mal d'énergie. Et c'est normal, car jusque-là, je ne t'ai pas parlé d'un phénomène naturel, l'effet de serre. La Terre qui est à 15 degrés, elle émet donc de l'énergie sous forme de rayonnement, environ 390 watts par mètre carré. Mais j'ai jamais dit que l'intégralité de ce rayonnement allait s'échapper dans l'espace. En effet, il faut bien comprendre que sur ces 390 watts, il n'y en a que 90 qui sont transmis directement dans l'espace. Les 300 restants sont absorbés par l'atmosphère, et une partie est renvoyée vers le sol terrestre. La moitié. Alors pourquoi exactement la moitié ? Tout simplement parce que les molécules composant l'atmosphère vont absorber ce rayonnement, et les molécules vont ensuite le diffuser dans toutes les directions. Donc puisque ça part dans toutes les directions, statistiquement il y en a la moitié qui retourne sur Terre, et l'autre moitié qui est envoyée dans l'espace. On a donc la moitié de 300, c'est-à-dire 150 watts par mètre carré qui retourne vers la Terre. Et cette absorption d'énergie par l'atmosphère terrestre, c'est ça qu'on appelle l'effet de serre. Et si tu regardes le dessin et que tu fais le total maintenant, on a 150 watts qui revient par effet de serre, plus 240 qui provenaient des rayonnements solaires. On a donc 240 plus 150, c'est-à-dire 390 watts d'énergie qui arrive jusqu'à la Terre.
La Terre reçoit 390 watts par mètre carré, elle en émet 390 watts par mètre carré, on a donc un équilibre thermique. Enfin, un équilibre thermique, jusqu'à ce que l'homme pointe le bout de son nez et commence à jouer avec les gaz à effet de serre. Puisque je te le rappelle, l'effet de serre c'est un phénomène naturel, qui est même nécessaire à la présence de la vie sur Terre. Sans effet de serre, il ferait environ moins 18 degrés sur Terre. Elle serait donc relativement invivable, surtout pour l'homme. L'homme, il n'est donc pas responsable de la création de l'effet de serre, mais simplement de son dérèglement rapide. Avec l'utilisation toujours plus importante d'énergie fossile, c'est-à-dire de pétrole, de charbon et de gaz notamment, nous rejetons chaque année une quantité de CO2 importante dans l'atmosphère. Or, ce CO2 ne s'élimine pratiquement pas avec le temps, et son taux ne fait donc qu'augmenter. Et le CO2, c'est une molécule qui a la particularité d'absorber les infrarouges. Et la Terre émet de l'énergie, dans les infrarouges. Conséquence, si on revient au schéma de tout à l'heure, la part absorbée par l'atmosphère, elle augmente. Et la puissance moyenne reçue au sol par la Terre, elle augmente aussi. Si on augmente la concentration de CO2 de l'atmosphère, on passe à 88 watts transmis et 352 watts absorbés par l'atmosphère. Alors ici, j'ai choisi les chiffres de manière arbitraire, mais l'ordre de grandeur est relativement correct. Conséquence, on se retrouve avec un peu plus d'énergie qui revient vers la Terre. Et dans ce cas-là, on n'a plus d'équilibre thermique. La Terre reçoit plus d'énergie que ce qu'elle émet. Et ça se traduit par une élévation de température de la Terre. La Terre se réchauffe donc. Pour finir avec ce sujet, si tu as été très attentif, ça ne s'arrête pas là. Si la Terre se réchauffe, la glace et les neiges fondent, laissant alors soit une surface terrestre, soit de l'eau. Le problème, c'est que l'albédo de la glace, il est beaucoup plus grand que l'albédo de la mer ou d'un sol sombre. La surface terrestre, elle a donc tendance à absorber de plus en plus d'énergie. Et donc, elle a tendance à se réchauffer encore plus. On parle ici d'une boucle de rétroaction positive. Et dans le cas du dérèglement climatique, des boucles de rétroaction positive et négative, il y en a plein. Alors ici, je t'en ai mis quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. C'est notamment pour cette raison que les scientifiques qui étudient ce sujet ont des incertitudes sur leurs simulations. Mais bon, les conclusions restent cependant toujours la même. La Terre se réchauffe extrêmement rapidement à cause des activités humaines, et le sujet est très préoccupant. Mais ne te laisse pas avoir par ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux ou autres. Ce n'est pas parce qu'il y a un phénomène qui peut-être peut minimiser le réchauffement climatique qu'il y a le moindre doute sur le fait que les températures vont se réchauffer à cause des activités humaines. Il pourra y avoir un phénomène qui pourra un peu minimiser ça, peut-être, mais c'est déjà pris en compte dans les simulations. Et sur tous ces points-là, il n'y a absolument aucun doute, et tu le vois, même avec un bon niveau de terminale au lycée, on est capable de faire les calculs qui montrent que le CO2 provoque un réchauffement climatique. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site, ou aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne pour t'aider en physique-chimie dans tes révisions, et notamment pour ton bac. À bientôt!